ويدي السفراين ويدي تمسلاين السقدش نكوني نلقاين نغوين الزاين نغذ نكونون نفريم ترميت سخرابن سنكوني سوارابن يقارن تزيكني ميدن السلاسوغن ولادي ثغاغن ديما زيغني تنوكي. Avant de démarrer, je vais commettre une petite revue de presse complètement subjective. La France a-t-elle les moyens de faire la guerre sur 3 fronts? C'est un titre du Monde qui est paru cette semaine, dimanche dernier, dans le Monde de samedi soir. Donc, la France a-t-elle les moyens de faire la guerre sur 3 fronts? Sahel, Centrafrique, Moyen-Orient. Les opérations se multiplient dans un cadre budgétaire de plus en plus serré. Deuxième titre, c'est lui le patron. C'est lui le patron, lui, de qui s'agit-il? Le lieutenant-colonel Zida, qui vient de remplacer Compaoré au Burkina Faso. C'est un des titres de Jeune Afrique de cette semaine, avec plusieurs articles consacrés à Guillaume Soro. Par exemple, il y a une interview de Guillaume Soro. Vous savez, Guillaume Soro, il est en Côte d'Ivoire, c'est le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Et il parle de son grand ami Compaoré, dont il dit qu'il restera ici, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, aussi longtemps qu'il le voudra, puisque M. Compaoré est parti dans ce pays, pas seul d'ailleurs, avec Chafi, qui a droit aussi à un très beau portrait dans Jeune Afrique, qui était un de ses conseillers. Ils sont partis en Côte d'Ivoire sans risquer le moindre procès, parce que nous explique l'Humanité de ce matin, ça aurait très certainement gêné l'État français qu'un tel procès puisse avoir lieu au Burkina Faso. Voilà. La Voix du Nord également, c'était le 10 novembre, il n'y a pas très longtemps, a consacré une page qui s'appelle « Comment comprendre l'actualité, les élections africaines ». Et je vous renvoie, je le citais tout à l'heure, à cet article, une double page, que consacre l'Humanité d'aujourd'hui, qui est signé Ambroise Farama. Il est avocat, secrétaire national chargé de la communication de l'UNIR PS au Burkina. Blaise est parti, titre-t-il, « L'Afrique n'est pas libérée ». Je crois que nous commençons à entrer dans le vif du sujet. Après le soulèvement du peuple burkinabé, le départ de Compaoré n'est-il qu'un soubresaut de la France-Afrique? La France-Afrique. Voilà. Je vais peut-être en terminer là. Alors, il y a quelques titres succulents. La Hollande-Afrique, France-Afrique relookée. Et puis, juste peut-être un tout petit extrait de cet article. La France, donc c'est Ambroise Farama qui cause. La France souhaitait le maintien de l'empire colonial français pour 3 raisons. Économique, politique et une dernière inavouable, piller et détourner des ressources africaines, les ressources africaines, pour financer les hommes et les partis politiques français. Depuis l'assassinat de Thomas Sankara, les régimes se sont succédés dans l'Hexagone, mais rien n'a changé dans sa politique africaine. Le dénominateur commun reste et demeure la protection des intérêts de la France. Tout comme ses prédécesseurs, François Hollande n'a pas manqué à la promesse de rompre avec la France-Afrique. Existe-t-il une politique africaine de gauche? La réalité est que la politique africaine de François Hollande ne diffère en rien de celle de Nicolas Sarkozy. Voilà, je ne voulais pas complètement déflorer le sujet, c'est de cela que nous allons parler tout à l'heure avec notre invité. Je le remercie vivement d'avoir dit oui à notre invitation, Ferhat Mehdi. Ferhat, bonjour. Bonjour. Devrais-je dire Azoul? Bien sûr. Merci d'être là pour toute cette soirée. Nous avions également invité Nicolas Beau, qui est journaliste à Monde Afrique, ancien journaliste au Canard Enchaîné, à Marianne 2, au Monde, à Libération. Et Monde Afrique, c'est un site d'information qui est consacré à l'Afrique francophone et aux pays du Maghreb. On reviendra d'ailleurs sur ce vocabulaire. Malheureusement, il a été empêché au dernier moment. Nous le regrettons, ce ne sera que partie remise. J'aurais voulu que vous m'expliquiez ce qui vous a poussé à pousser votre réflexion sur l'ensemble des pays africains francophones.
Alors, comment on en arrive à ce livre, en fait? En fait, pour arriver à ce livre, parce qu'on va passer beaucoup de mon vécu, c'est surtout en 2001, quand la Kabylie subit son deuxième printemps, le printemps noir, le printemps noir. Là, j'ai pris mes responsabilités devant les hommes, devant l'histoire, pour dire que ça suffit. Si on a tiré aujourd'hui sur nos enfants en tuant 130 personnes, les mêmes conditions peuvent se reproduire demain, et on en tuera 1300, et une troisième fois, ça va être 13 000, et une quatrième fois, ça va être 130 000, et ainsi de suite. C'est insupportable comme perspective. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, bien sûr avec des amis, et j'ai appelé à une autonomie régionale pour le peuple kabyle. Et dans ce cas-là, nous les Kabyles, nous nous sommes investis depuis l'indépendance de l'Algérie, je dirais même depuis 1926, depuis la création des Étoiles africaines, dans l'algérianisme et l'algérianité. La Kabylie ne se voyait pas indépendante auparavant, ne se voyait pas recouvrer son identité particulière. Il se fondait dans l'Algérie, il croyait que l'Algérie c'était la Kabylie. Elle n'a pas été colonisée en même temps que l'ensemble du pays. Bien entendu. Mais ceci n'entrait pas en considération. La Kabylie, traumatisée par sa défaite face à la France, a toujours juré d'avoir sa revanche un jour ou l'autre. Donc c'est pour ça qu'elle a pris les devants pour réaliser l'alliance qui a libéré l'Algérie et pour tomber de nouveau dans un autre piège. Et donc quand j'ai appelé au destin, à un destin particulier de la Kabylie, il y avait un lourd passé d'investissement et dans l'algérianisme et dans le berbérisme. C'est-à-dire qu'on se disait que nous les berbères, tous les Nord-Africains, nous sommes un même peuple, une même nation. Et que, donc, s'il faut abattre l'Algérie, c'est pour conserver la nation amazigh. Et donc, en fait, on a commencé à placer architecturellement le toit avant les fondations. Et donc, en 2001, ça a été une rupture épistémologique et complètement doctrinale en termes de réflexion, de destin pour nous. Toutes les solutions que nous avions essayées auparavant s'étaient avérées inopérantes. Pire, l'avenir pouvait être plus dangereux encore pour nos enfants. Donc j'ai pris la décision de lancer l'idée d'autonomie et de mettre sur pied une structure pour la réaliser. Et croyez-moi, le plus dangereux pour moi, ou le plus difficile pour moi, ce n'était pas de convaincre le gouvernement algérien. Ça a toujours été mon adversaire. Donc j'étais rompu à la lutte depuis la clandestinité du parti unique. Donc ce n'est pas quelque chose que j'apprenais. Mais c'était les miens. C'était les Kabyles qu'il fallait d'abord convaincre qu'ils sont un peuple, qu'ils sont une nation et qu'ils doivent se prendre en main. Et donc, j'ai rédigé un livre qui s'appelle « Algérie, la question kabyle ». Il s'adressait particulièrement aux élites kabyles. C'était en 2004, voilà. Et en faisant ce travail, je suis resté sur ma faim. Où j'ai trop dit, où je n'ai pas suffisamment dit les choses. Et donc je suis revenu dessus et j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire et à la géopolitique. Et de fil en aiguille, j'étudiais un peu tous les cas d'Afrique et d'Asie notamment, qui ont subi les colonisations et qui présentaient tous des similarités avec le cas de la Kabylie. Donc j'ai été amené à écrire donc le siècle identitaire. La fin des États post-coloniaux. Voilà. Et là, je crois que en termes de théorie, il y a une révolution théorique à l'intérieur. Il y a une refondation de la théorie, de la géopolitique et de la colonisation notamment. Et une fois ceci fait, c'est un éditeur, ou plutôt une éditrice qui est venue me demander d'écrire un livre et je me suis dit ce serait bien
d'élargir la réflexion, ou plutôt de donner un exemple concret du siècle identitaire sur le cas de la France face à l'Afrique. Voilà. Voilà. Et donc, je me suis lancé dans l'aventure et j'ai étudié, j'ai ingurgité toutes les statistiques, toutes les théories, tous les livres qu'il y avait jusqu'à présent. Et le cas notamment du Congo m'a énormément enseigné sur sa réalité et le fait que, en général, tous les pays africains sont condamnés pour maintenir la géopolitique actuelle à ne vivre que dans la dictature. Dès lors que la dictature s'en va, ces pays volent en éclats et chaque peuple veut récupérer son territoire, sa souveraineté, son identité. Et je me dis, pourquoi ne les écouterait-on pas? Pourquoi ne faudrait-il pas aller dans le sens de la reconfiguration de la géopolitique? Ça va atténuer toutes les tensions, ou la plupart des tensions en Afrique. Ça va établir la stabilité, ça va développer économiquement toutes ces régions, et même le phénomène islamiste que l'Occident redoute tant, puisqu'il oppose des blocs. Si on va dans le sens de la reconnaissance de ces peuples, de la refondation de cette géopolitique, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'un pays, un peuple, quel qu'il soit, si pétri d'islamisme même, pas seulement d'islam, si pétri d'islamisme qu'il soit, puisse accepter que dans un monde qui rivalise de performance, d'innovation technologique et scientifique, passer son temps à aller prier ou à réduire les autres à l'esclavage au nom de l'islam. Je ne pense pas. Donc, y compris la question islamiste, volerait en éclats. Très bien. Alors, si avant d'aller plus loin, je crois que tout est rétabli côté technique. Je vous propose, si c'est possible, oui, de voir un extrait d'un film qui avait été consacré. Les images ne sont pas tout le temps terribles, mais c'est juste 4 minutes consacrées à Sankara. Voilà ce qu'il disait lorsqu'il était au pouvoir au Burkina Faso, avant d'être renversé par Compaoré. Et vous direz après, vous nous direz ce que vous en pensez. 1983, Haute-Volta, Thomas Sankara est porté au pouvoir par un coup d'État avec le soutien d'une des populations les plus pauvres de la planète. Derrière une tenue de militaire et un discours marxisant, l'Afrique se découvre un chef d'État jeune, dynamique et innovant, mais ses idées avant-gardistes au service de ses concitoyens. Thomas Sankara rebaptise son pays de Burkina Faso. Ferhat, déjà votre avis là-dessus. Thomas Sankara, il était dans le... Il allait dans le bon sens, et il fallait des gens comme ça. On dit il n'est pas parti seul, des puissances étrangères ont aidé Compaoré, on sait de qui on parle. Oui. Et d'ailleurs, on sait très bien que Compaoré n'a pas été exfiltré n'importe comment il y a quelques jours. Je retiens de l'exemple Sankara une révolte contre un ordre international établi. Pour autant, je n'oublie pas que c'est un militaire. Et que nous étions aussi dans une géopolitique bipolaire qui faisait que, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, on se faisait la guerre à travers des pays, ce qu'on appelait les maillons faibles de l'époque. Et donc ça tombait, la France n'acceptait pas que dans sa sphère d'influence, un pays puisse rejoindre l'Union soviétique, parce qu'il s'appuyait aussi sur l'Union soviétique pour l'époque. Mais son assassinat avait rétabli la mainmise de la France sur le pays, avec un homme qui a été prié de partir ces derniers temps, mais en préparant de nouveau un militaire pour prendre la place. Jusqu'à quand la France va-t-elle continuer à soutenir des dictatures alors qu'elle cultive la démocratie chez elle?
il y a cette contradiction que les stratèges français, que les bonnes consciences, que les intellectuels français, les élites françaises doivent, à mon sens, répondre un jour ou l'autre. La France a vocation à être fidèle à la philosophie des Lumières et non pas à maintenir des peuples en esclavage. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, ce sont des peuples en esclavage qui sont maltraités et que la France continue d'entretenir, de cultiver dans ce sens-là. La France doit aider les peuples à s'émanciper des carcans dictatoriaux qui sont les leurs pour que demain, ces peuples soient reconnaissants envers la France et travaillent de concert avec elle. En continuant de soutenir les dictatures, quelles qu'elles soient, si féroces soient-elles, si barbares soient-elles, aucune d'entre elles n'est éternelle. Et un jour ou l'autre, ils vont disparaître. Et à ce moment-là, les peuples d'Afrique garderont rancœur et rancune pour la France de ne pas avoir honoré le contrat des Lumières qui est le sien. Dans ce cas-là, François Hollande, dans sa visite au Centrafrique, il a déclaré que la France il est au Centrafrique pour sauver le peuple et pas pour installer les dictateurs. Et pourtant, la première des choses qu'il a faites, c'est d'installer un nouveau dictateur. Bon. Et en tous les cas, en Centrafrique, il faut plutôt, comme partout en Afrique, dire que je viens sauver le peuple parce qu'il y avait la Séléka qui commençait à massacrer les chrétiens. Centrafrique, oui. Voilà. Et là, soi-disant, on intervient pour faire en sorte que la Séléka arrête ses massacres. Mais la Séléka avait commencé à massacrer, il a pris le pouvoir le 23 mars 2013. Et ce n'est que au mois d'octobre qu'on a intervenu militairement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en mars, il y avait déjà, en 2011 ou 2012, il y avait déjà la crise malienne qui avait éclaté. Et comme on ne pouvait pas s'engager à la fois au Mali et en Centrafrique, on a préféré traiter le problème malien avant de s'attaquer ensuite à la Centrafrique. C'est un peu ce que raconte encore le monde aujourd'hui avec les autres engagements. La France n'a pas les moyens financiers et matériels et humains de faire de guerre à la fois, en Afrique déjà. Donc j'allais dire pourquoi Hollande se plante comme les autres, c'est pour des raisons plutôt... Il ne se plante pas, il est dans la même démarche, c'est un problème budgétaire, comme l'écrivait Le Monde. Je pense qu'il se trompe là-dessus. Parce que dans ce livre, j'ai fait des études et j'ai vu que la part de bénéfices que dégage le franc CFA et les échanges économiques de la France avec l'Afrique, l'excédent financier s'amenuise d'année en année. Je pense qu'il est tombé dernièrement à 1 milliard, on a 1 milliard d'euros, pas plus. C'est-à-dire qu'auparavant, il était de 15-20 milliards, et d'année en année, ça réduisait comme une peau de chagrin. Donc bientôt, c'est la France qui va subventionner les dictatures pour rester en place, au lieu d'en tirer les bénéfices. Et dans toutes ces affaires, en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la France tire, les hommes politiques français tirent de l'Afrique de l'argent de poche pour leur campagne électorale, pour le financement des partis, mais non pour l'investissement en France. Budgétairement, l'Afrique ne contribue pas réellement au renflouement des caisses de l'État. Il y a des affaires de corruption avec un certain nombre d'hommes politiques, il y a des procès... Le dernier, c'est Balkany. Voilà, il y a beaucoup de cas oui, que la presse traite, il n'y a pas que celui-là, il y en a énormément. Cela, c'est avec Pasqua, avec Bob Denard, avec pas mal de gens. Bon, ces cas-là, ce sont des cas d'enrichissement et de coups foirés, de clan contre clan, au niveau des hommes politiques, des organisations politiques particulières. Mais réellement, le budget de l'État n'est pas renfloué
de manière substantielle par la situation africaine. Ce que je ne comprends pas, c'est quelle que soit la force des intérêts que peut défendre un pays pour lui-même, je ne peux pas concevoir que des hommes raisonnables, que des hommes intelligents, que des hommes sages puissent jouer sur le destin des peuples, les maintenir en esclavage pour que soi-même on se porte mieux. Craint-on que l'Afrique se développe, devienne démocrate et rivalise d'audace sur le plan d'innovation technologique et de prospérité économique avec l'Europe ou avec la France? D'où est-ce que vous tirez? On est très loin de cela. C'est-à-dire qu'il faut absolument que cette mentalité esclavagiste de l'Afrique, de la part de la France, cesse. Une question de Rabat? Oui. C'est Farhat, d'où est-ce que vous tirez la somme de 1 milliard de dollars? Et puis est-ce que vous pensez que la France risque la vie de ses soldats pour 1 milliard de dollars? Je crois que les enjeux sont beaucoup plus importants que ça. Ce qui est tiré comme bénéfice de l'Afrique, c'est davantage un ordre international géopolitique, c'est pour défendre le rang de la France en tant que 4e puissance mondiale, et non pas pour tirer des bénéfices. Vous savez pourquoi on avait décolonisé? Ce n'était pas la révolte des peuples pour laquelle on avait cédé à un moment. En dehors de l'Algérie, il n'y a pas eu de guerre de libération ailleurs réellement. C'était un moment où l'on s'était rendu compte que ces colonies dont on croyait tirer le maximum de bénéfices étaient plutôt subventionnées par la métropole, par l'ouvrier français, qu'elles n'ont rapporté à l'État français. Et on a décidé de brader la chose ensuite. On a mis des éléments, on a tracé des pays artificiels et on a mis des gens qui étaient là pour incarner un nouvel ordre dit décolonisé, mais qui est juste le prolongement de la colonisation d'avant. Ce que tire la France, regardez toutes les statistiques, j'ai été pioché un peu dans ce que rapporte le franc CFA, parce qu'il est géré par la Banque française, et c'est elle qui dicte, y compris les taux de change et les taux d'escompte et de réescompte. C'est elle qui limite le taux d'utilisation de cet argent investi que les pays africains de la zone africaine sont obligés d'investir, de mettre dans les comptes, dans la Banque de France. Ça rapporte au grand maximum 6 à 10 milliards d'euros. Même avec Areva, même avec l'uranium du Niger. Avec tout cela, en tout état de cause, le minerai qui est tiré par Areva revient de toute façon très cher pour la France. Et même s'il est mal payé, en tous les cas, il est trop cher pour elle. Ce que j'ai épluché comme statistique, ce sont les aides que la France verse aux pays en voie de développement, c'est-à-dire aux pays africains, qui est une rigolade, c'est une aide normalement officiellement pour développer la démocratie et l'économie des pays africains, mais en réalité, c'est pour subventionner les tyrans de telle sorte qu'il se crée des classes moyennes en mesure une clientèle en classe moyenne pour s'assurer. Et de l'autre côté, on regarde les échanges, les excédents et les échanges économiques entre les pays africains et la France, on trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Quand on les compare aux échanges que la France a avec l'Allemagne, qu'elle a avec l'Angleterre, surtout l'Amérique, c'est vraiment insignifiant.
c'est vraiment insignifiant. ويدي السفراين ويدي تمسلاين السقدش نكوني ملقاين نغوين الزاين نغذ نكونو نفريم هرميت سخرافن سنكوني سوارافن يقارن تزيكني ميدن السلاسوغن ولادي ثغاغن ديما زغني تنوكيم ثورا فقداين ميدي قبيليين ثقارا ميثنكونيم اي قبيليين يقسلوغوين دي ثمذن تذكليم ذي غي السرفاين ذوي غي سنغنوين ما رغث رظم في كليم غير ثقمت تكرم ثكات ما تدرم يواكن نغليم ثمقن ذك سيرم لكداتي ديرم ذا فوس نومس خاطلي